J'essaie de mettre en présenter, voilà. Ah, vous l'avez en plein écran. Oui, Tout bon? nickel. Bon, mais très bien. Je vous laisse vous présenter. Je suis désolée de ces petits ennuis techniques. Oui. Eh bien, si on peut passer à la diapo suivante, parce qu'on verra nos têtes. Très bien. Je pense que ça sera plus agréable. Voilà. Voici. Donc, moi, je suis Nathalie Baudet. Bonjour à tous. Cécile Ferriot, bonjour. Donc, nous animons le groupe de travail bloc opératoire du CEPIAS Pays de la Loire, et c'est dans ce cadre-là que nous avons rédigé, donc, premièrement, le guide dont vous avez entendu parler là précédemment, sur la chirurgie hors bloc, et puis donc que nous avons proposé cet audit. Donc, notre groupe de travail réunissait, parce que les gens ont un petit peu bougé, mais c'est un groupe de travail qui réunit des professionnels du bloc opératoire, donc plusieurs IBOD ou cadres IBOD ou personnel qui est intéressé par le bloc, des hygiénistes qui sont intéressés par ces secteurs, donc des gens qui connaissent un peu cet univers particulier. Et donc, ça drainait tous les départements de notre région. Parce que nous avons 5 départements. C'est une petite région chez nous. Ensuite, s'il vous plaît. Donc, ce que nous allons voir, là, ce que nous allons vous présenter, c'est le contexte qui a déjà été exposé. Hein. Ensuite, les objectifs de cet audit, la méthodologie, comment on a mis en place cet audit, et puis comment on peut saisir les données, et puis on fera un petit retour sur des exemples de situations, et puis un petit retour sur les données chiffrées de notre audit sur la région. Alors là, nous, on ne voit plus rien. C'est embêtant. Est-ce que vous voyez, vous, les diapos? Nous, on a un écran vert. Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, attendez, il faut que nous mettre un... Oui, on voit. Vous voyez les diapos. Bon, alors à ce moment-là, on peut se brancher sur le diaporama. On va le mettre nous et puis... Donc, vous êtes sur le contexte, là, je suis désolée. Pourquoi vous ne voyez pas? On va se mettre nous sur notre... Voilà. Bon, le contexte, hein, ce qui a été déjà exposé, donc une activité chirurgicale qui est vraiment en augmentation, il y a une vraie demande. Ça, c'est possible parce qu'on a vraiment fait des progrès au niveau des techniques, des dispositifs médicaux qui simplifient certains actes chirurgicaux. C'est très développé dans certains pays, alors aux États-Unis, au Canada, et c'est vraiment très développé. Donc, ça fonctionne bien dans certains pays. Donc, ça permet de développer un circuit court pour le patient, donc moins de stress, voilà, une prise en charge aussi plus simple pour lui, moyennant parfois un accompagnement, bien sûr. Et puis, en France, on a très, très peu de recommandations sur ces pratiques-là. Il y a une vraie demande des chirurgiens aussi, de certaines spécialités, et puis, alors notamment chirurgie de la main. Et comme on manque de données, mais eux aussi, hein, sur le risque d'ISO, est-ce que ça majore ou minore ce risque par rapport à une liste possible d'actes qu'on pourrait faire ou non, et puis sur les conditions justement de réalisation, les conditions sur lesquelles on s'était penché dans le cadre du guide pratique. Ce guide avait été rédigé suite aux demandes assez régulières que l'on avait des hygiénistes des établissements privés et publics de la région des Pays de la Loire qui appelaient le CEPIAS en disant voilà, le cardiologue veut faire ces actes-là dans une pièce, il n'y a pas de traitement d'air, est-ce qu'on peut faire ou pas ces actes-là, qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc, c'était vraiment des questions récurrentes et c'est pour ça que l'on a rédigé ce guide. Donc, les objectifs de ce guide étaient de faire un premier état des lieux. La diapo suivante. C'est bon, c'est bon.
Les objectifs donc étaient de faire un état des lieux sur la prévention du risque infectieux dans ces secteurs. Et puis, secondairement, de réussir à établir une liste un peu par rapport à ces actes possibles. Et excusez-moi, on a un petit blocage. Et essayer à partir de ces éléments, essayer d'identifier des besoins par rapport à des outils qu'on pourrait mettre en place pour aider les équipes à gérer ce risque infectieux dans ces secteurs dits de consultation externe ou de chirurgie plus qu'ambulatoire, de quick circuit. Diapo suivante. Donc là, normalement, vous nous voyez sur, on a réussi à remettre sur un autre ordi la caméra. Sur la méthodologie générale, donc c'était un audit qui est à la fois donc, de structure, parce qu'on va voir en fait les locaux, comment c'est agencé, de ressources en termes de matériel, en termes aussi de ressources humaines, et puis de procédures, puisqu'on va s'intéresser aux procédures de bio-nettoyage, aux procédures qui peuvent exister sur la gestion des DM par exemple. Et c'est un outil vous allez voir, qui peut être à la fois observationnel, mais qui est en fait quand même surtout déclaratif. Mais c'est vous qui allez pouvoir choisir. Et en fait, il est basé sur donc, le guide et les critères reprennent ce guide. La pause suivante. C'est bon, hein? Comment? Vous voulez passer les critères d'inclusion? Oui. Ah Oui. Oui, parce que ça n'a pas changé, donc on n'avait pas vu. Mais parce que vous voyez l'écran? En fait, j'ai mis. Ah voilà, là ça vient de changer. J'ai mis mon autre ordi pour essayer de suivre, parce que quand on a des problèmes avec Teams, vous savez, je suis de mode, ça ne marche pas bien. Ok. Donc pour les critères d'inclusion, donc les salles où est fait, comme on peut entendre, de la petite chirurgie entre guillemets, même si maintenant l'idée c'est de plus trop utiliser ce terme-là. Et donc c'est des salles qui sont hors des blocs opératoires, hors des secteurs interventionnels. C'est vraiment les secteurs qu'on peut retrouver en consultation externe, par exemple, ou des salles qu'on peut retrouver dans des services, par exemple, d'hospitalisation, où l'une des salles sert justement à faire ces gestes plus techniques. Et donc là, c'est les établissements de santé d'Occitanie et où sont réalisés des actes de chirurgie. En termes de critères d'exclusion, donc on va exclure vraiment toutes les salles qui sont dans des blocs ou des secteurs interventionnels. On va exclure aussi les salles où il n'y a que de l'endoscopie qui est réalisée. Et puis la chambre du patient, puisqu'en fait, c'est vraiment l'idée de s'intéresser aux ces salles où sont faits ces actes techniques. Donc on exclut aussi, par contre, parce qu'il peut y avoir quelques actes techniques, mais pour le coup, qui nécessitent pas forcément de gants stériles. Dans ce cas-là, on va exclure ces salles-là si c'est que des actes où il n'y a pas de gants stériles, ou voilà, où il n'y a pas d'acte, du coup, vraiment de chirurgie. On va exclure aussi les salles où il n'y a que des actes de chirurgie qui nécessitent un hébergement, donc c'est-à-dire que le patient a besoin d'être hébergé, donc c'est-à-dire d'avoir une chambre ou d'avoir une surveillance à l'hôpital suite à l'acte, parce que l'acte en lui-même le nécessite. Donc là, on va aussi exclure ces salles où ces actes sont faits exclusivement. Et également les actes qui vont nécessiter la présence d'un anesthésiste, puisque là, dans la caractérisation des actes, il n'y a pas besoin d'anesthésiste, c'est l'opérateur, le chirurgien ou le médecin qui va faire ces oui, ce qui va faire, c'est l'anesthésie. Et donc, je reviens juste sur l'hébergement. Faut bien inclure par contre des salles où il y a peut-être des personnes qui sont hospitalisées, qui vont venir dans cette salle pour avoir un acte et qui vont retourner dans leur service.
Mais si l'acte en lui-même ne nécessite pas l'hospitalisation, on l'inclut. Mais si c'est suite à l'acte, il y a besoin d'hospitalisation, dans ce cas-là, c'est pas inclus. Vous allez voir avec les exemples, ça va être un peu plus parlant. Donc, comment ça va se passer? Donc là, les auditeurs, comme ça a été pensé, c'est surtout les équipes opérationnelles en hygiène, mais accompagnées des professionnels justement de ces secteurs. Ça peut être aussi accompagné par les services qualité. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée de mettre un peu tout le monde autour de la table pour réfléchir à ce qui est fait dans ces secteurs et voir ensemble comment on peut faire, si tout est bien ou s'il y a des choses à améliorer. Donc là, c'est l'idée qu'on voit. Donc après, vous allez voir dans vos établissements ce qui est possible de faire. Donc, pour la suite. Donc, ces salles-là, alors je ne sais pas si vous les connaissez, vous, déjà au sein de vos établissements pour savoir où est-ce que ces types d'actes sont faits, hors des blocs. Mais ce n'est pas forcément simple et pas forcément connu, en tout cas par les équipes. Donc, l'idée, ça va être déjà de les repérer, ces salles que vous allez pouvoir auditer. Donc, pour les repérer, nous, ce qu'on a proposé aux établissements de la région, c'est une liste d'actes. Donc, là, c'est sur la diapo suivante. Donc, avec les actes, c'est des actes qui sont faits parfois hors des blocs opératoires. Alors, ce n'est pas une liste d'actes qu'il faut faire au bloc opératoire ou qu'en France, voilà, on doit les faire. C'est vraiment une liste d'actes indicatifs où c'est des actes qui sont parfois faits en France ou à l'étranger hors des blocs. Et donc, l'idée, c'est de vous rapprocher des professionnels ou des spécialités qui font ces actes-là et leur demander est-ce qu'ils font ça au bloc opératoire ou hors des blocs. Et donc, ça va vous aider comme ça à identifier les salles au sein de votre établissement où sont faits ce genre d'actes. Donc, on peut avoir les actes, par exemple, ce qui est revenu pas mal, c'était les injections intravitréennes en ophtalmo, pas mal en ORL aussi, où là, il y a pas mal d'exérèses, de biopsies, la dermato aussi, bien sûr, avec de même, les exérèses sont assez nombreuses. Donc, c'est surtout ces spécialités-là qui sont ressorties. En uro aussi, avec pas mal, donc il y a certains endroits, il y avait des vasectomies ou alors des plasties du frein. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé quand même dans nos régions. En termes de biopsie d'artère temporale aussi, c'est des choses qu'on a pu retrouver, donc soit par les vasculaires, soit par la médecine interne, donc ça va varier. En gynéco aussi, il y avait quelques actes qui pouvaient être faits. Donc voilà, essayez avec cette liste d'actes-là, voilà, de vous renseigner auprès des spécialités pour identifier les salles où c'est réalisé. Donc, une fois que vous avez pris contact avec les spécialités ou peut-être que vous déjà connaissiez les salles, donc vous allez pouvoir sélectionner au moins une salle à auditer. L'idée, ce n'est pas de forcément toutes les faire, mais vous pouvez voilà, choisir une seule salle et en faire qu'une, ou alors commencer avec une salle et puis en faire plusieurs. C'est vous qui allez voir comment, en fonction du temps que vous avez, en fonction des équipes, des ressources, mais au moins une salle. Et donc, après, une fois que vous avez sélectionné la salle, vous pouvez communiquer en fait sur le terrain pour annoncer l'audit auprès des équipes et pour faciliter aussi l'organisation. Alors là, c'est notre affiche à nous. Je ne sais pas si vous, en Occitanie, du coup, vous avez pu en adapter une ou si c'est prévu ou pas. Oui. Mais... C'est la même avec sur la droite un petit CPS Occitanie rajouté, mais on vous a laissé l'honneur en haut à gauche, mais on l'a proposée, elle est déjà sur le site. Oui. Parfait. Donc voilà, vous pouvez comme ça, puis noter le calendrier qui permet aussi de prévenir les équipes et d'organiser ça tranquille. Donc, sur l'outil de recueil, je vais laisser la parole à Nathalie. Alors, par rapport aux 4 grilles d'audit qui sont proposées, elles abordent donc des thématiques différentes. Donc, la première grille parlera de l'architecture, de l'organisation et des équipements de la salle, et puis de l'architecture en fait du secteur. Ensuite, une grille est réservée à l'entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels, notamment des matériels chirurgicaux.
Ensuite, une grille est réservée au circuit patient, c'est-à-dire du moment où on accueille le patient, les informations qu'on lui transmet jusqu'à sa sortie. Et la dernière grille concerne les professionnels par rapport à leur pratique, par rapport à leur formation, et puis aux pratiques quotidiennes dans ces salles. Donc, la première grille sur l'architecture, l'organisation et l'équipement de la salle. Le but, vous voyez, il y a plein de questions par lesquelles on répond oui, non ou ne sait pas selon le contexte. Et on y aborde donc l'organisation de la salle, l'agencement, ensuite comment est le sol, les murs, comment sont les murs, bon, le plafond aussi. On y parle qualité de l'air, donc c'est intéressant de savoir si dans cette pièce il y a un traitement d'air basé sur la VMC ou si il y a une CTA, si elle existe. On y parle équipement pour l'hygiène des mains. Alors, pour le lavage des mains, le lavage simple des mains, et aussi pour la friction chirurgicale. On y aborde l'équipement donc pour la friction chirurgicale et puis tout le matériel qui concerne vraiment l'acte chirurgical. Et puis, en partie terminale de cette première grille, on essaye de demander les gestes qui sont pratiqués dans cette salle, toutes spécialités confondues, puisque dans une salle, on peut avoir plusieurs spécialités. Puisque notre objectif secondaire, c'est vraiment de réussir à avoir une liste d'actes réalisés. Ou envisagés, parce que ça peut être aussi dans le cadre d'un projet de réorganisation d'unité. Donc la deuxième grille, donc pour la deuxième grille, ça porte sur l'entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels. Donc là, l'idée, c'est de savoir en termes de bio-nettoyage, quand est-ce qu'il est fait et qu'est-ce qui est fait avant, entre deux patients en fin de vacation. Avoir une idée aussi sur la qualité de l'eau, s'il y a des mesures de prévention curative réalisées, l'entretien des dispositifs médicaux, tout ce qui va être gestion des médicaments, des antiseptiques sur les dates de péremption par exemple, la gestion des déchets, parce qu'il y a des parcours, des filières d'organiser, des circuits, et puis sur la prévention des accidents d'exposition au sang. Et donc pour la deuxième grille, en fait, vous allez remplir la première grille pour chaque salle que vous allez auditer. Et en fait, la deuxième grille, ça va être une grille par secteur, puisqu'en fait, parfois, c'est une même équipe qui va faire l'entretien de plusieurs salles. En fait, si dans un service, dans un secteur, il y a 2 salles côte à côte, finalement, ça va être parfois la même équipe d'entretien qui va s'occuper des 2 salles. Les procédures vont être similaires. C'est une même équipe qui va intervenir dans les 2 salles. Donc, en fait, ça va être une grille par secteur à renseigner pour éviter de remplir 2 fois la même grille. La troisième grille, donc, on concerne le circuit du patient. Donc, on va remplir une grille par filière de prise en charge de patient. On parle bien de filière et non pas de spécialité. Parce qu'un patient les patients peuvent venir de plusieurs filières et être opérés dans la même salle, selon l'organisation de l'établissement. Donc, on y aborde la programmation du patient, l'accueil du patient, son installation qui lui est proposée, la préparation du site opératoire, et puis la sortie du patient avec quels documents et quelle information et quelle traçabilité. Puis la dernière grille, donc la grille plutôt qui s'intéresse aux professionnels. Donc là, c'est à remplir pour chaque équipe de professionnels qui va intervenir dans la salle.
Donc, parfois, ça peut être la même équipe dans 2 salles, donc il faudra en renseigner qu'une seule. Et vous avez 2 fiches salles à renseigner et puis une seule pour les professionnels. Donc là, et ici, par contre, il y a 2 équipes qui interviennent parce qu'il y a 2 spécialités différentes et ce n'est pas du tout les mêmes équipes entre les deux. Dans ce cas-là, il faudra remplir 2 grilles pour une même salle. Donc, cette grille, elle va s'intéresser à la tenue professionnelle. Donc, on prend vraiment les prérequis sur la tenue, sur les bijoux, l'état des ongles, par exemple. Également sur l'hygiène des mains en termes d'indication et en termes de pratique. La désinfection chirurgicale, donc est-ce qu'elle est faite entre 2 patients ou en début de vacation. La tenue lors de l'opérature, lors de l'intervention et également de l'aide opératoire s'il y en a une. Et puis aussi une grosse partie sur la formation, puisque vous allez le voir, il y a quand même des besoins de formation, en tout cas dans notre région, sur cette thématique. Et donc là, c'est sur la formation, par exemple, au gantage, la formation à l'habillement stérile, au déplacement dans une salle d'intervention. Donc voilà, il y a pas mal de choses à appréhender. Et donc c'est toutes ces questions. Et là, l'idée, c'est de savoir est-ce que toutes les personnes qui ont besoin de cette formation l'ont reçue ou pas. Donc, concernant les modalités de l'audit, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être soit un audit observationnel ou un audit déclaratif. Donc, pour la première grille, donc là, l'idée, c'est d'organiser une visite dans le secteur pour voir la salle, voir à quoi elle ressemble. Et en fait, la grille, ça va être du oui-non à chaque fois sur est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Donc là, vous allez, lors de la visite, pouvoir voir ça. Et puis compléter aussi sur certaines questions où il va falloir demander aux professionnels du secteur. Donc l'idée, c'est de faire une grille, puis d'organiser un temps d'échange avec les professionnels du secteur pour finaliser. Et puis comme ça leur permet aussi de participer, d'impliquer les professionnels du secteur et qui valident vraiment le contenu de la grille. Donc c'est pour la grille numéro 1. Et donc pour les autres grilles, donc là, ça peut être soit observationnel, soit concertation avec les équipes. Mais dans tous les cas, il faudra que ce soit observationnel, même si c'est observationnel, il faudra une concertation avec les équipes pour valider la grille. Donc l'idée, c'est pas d'un audit observationnel où on fait une grille, quand on observe une matinée et puis on remplit une grille par professionnel, par exemple. Non, c'est vraiment une grille d'équipe qui doit retracer vraiment les pratiques générales de l'équipe et pas des pratiques individuelles d'une personne qu'on a pu observer ou sinon vous pouvez faire plusieurs plages d'observation et vous synthétiser ce que vous avez pu voir dans ces grilles. Donc voilà, c'est vraiment des pratiques générales et pas un audit individuel. Et donc si vous ne faites pas d'observation dans la salle, là l'idée c'est d'organiser un temps d'échange avec les équipes et puis vous avez les grilles, vous échangez et puis vous mettez d'accord sur ce qui est fait de façon générale dans la salle, sur la tenue par exemple, sur les bijoux, sur l'entretien. Est-ce que par exemple il y a une désinfection, détergence désinfection des surfaces au centre de patients. Est-ce que c'est fait généralement ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est jamais fait? Voilà, c'est à discuter après ensemble. Donc, c'est ce que je vous ai dit sur la concertation. Donc ensuite, en termes de modalité de réponse, donc pour chaque critère, vous allez avoir des critères qui vont être vraiment factuels, objectifs. Il y a ça ou il n'y a pas. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a ça dans la salle, par exemple, la VMC? Est-ce qu'il y a une VMC? Est-ce qu'il y a une CTA? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Donc là, ça va être oui, non en termes de critères. Oui, si ça correspond, non, si ça ne correspond pas. Parfois, vous n'allez pas forcément être concerné. Par exemple, on demande est-ce que vous ouvrez la fenêtre pendant l'intervention. Et si vous n'avez pas de fenêtre, dans ce cas-là, vous pourrez mettre non concerné. Et puis sur le ne sait pas, par exemple, on a une question sur est-ce qu'il y a un renouvellement, enfin sur le renouvellement d'air de la salle. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir avoir la donnée, donc dans ce cas-là, vous pouvez noter ne sait pas.
Il y a certains critères qui vont être un peu plus qualitatifs, subjectifs. Donc là, par exemple, ça va être sur les bijoux chez les professionnels. Est-ce que globalement, l'équipe ne porte pas de bijoux? Si c'est de façon générale, c'est respecté, dans ce cas-là, vous mettez oui. Il peut y avoir une exception, mais en fait, de façon générale, oui, vous mettez oui. Et puis si globalement, il y a quand même des gens qui portent des bijoux et c'est plus ou moins bien respecté, là, dans ce cas-là, vous mettez non, parce que ce n'est pas le cas la majorité ou le cas général. Non concerné, donc pour les critères pour lesquels vous n'êtes pas concerné, et puis idem, si vous ne savez pas, dans ce cas-là, vous avez aussi la modalité. Alors non concerné n'est pas toujours proposé, ça dépend des questions en fonction de si vous pouvez ne pas être concerné. Alors, nous, on a proposé aux établissements qui renseignaient l'audit, c'est qu'à chaque, pour le renseigner, c'est via un questionnaire en ligne. Donc, vous pouvez renseigner chaque grille indépendamment. Il n'y a pas d'ordre en termes de grille. Et chaque grille va être... il n'y a pas de numéro à donner pour la grille d'après. Enfin, donc, à l'issue une fois que vous avez renseigné une grille, par exemple la filière de patient, vous allez avoir un score à la fin de chaque sous-partie qui va être construit en fait de la façon suivante. Si le critère est le critère est rempli, donc ça fera 1 point. Si c'est le critère absent, dans ce cas-là, ça fera 0 point. Si vous êtes non concerné, on met quand même 1 point pour ne pas pénaliser les personnes qui ne sont pas concernées par la situation. Et puis, ne sait pas, du coup, on compte ça comme quelque chose le critère n'est pas présent puisqu'on n'a pas l'info. Et ce qui vous donne, en fait, à chaque fois, un score par partie et vous aide après, si vous souhaitez, pour vous aider à vous améliorer sur certaines thématiques ou bien identifier les axes de travail qui peuvent être il y a plus de marge, par exemple, de progression. Et à chaque fois, donc ça, vous l'obtenez en fait quand vous faites valider. Après, vous avez ce résumé-là qui est téléchargeable. Et vous avez à chaque fois, ça vous renvoie vers le guide que l'on a réalisé en 2022, vers la page du guide qui est en lien du coup avec cette thématique pour vous donner des informations. Et à la fin de chaque grille, on vous demande de remplir, selon les données que vous recueillez, on essaye de vous amener à recueillir les éléments nécessaires qui semblent nécessaires pour l'équipe, pour un meilleur accompagnement. Donc, ils pensent avoir besoin de quoi? D'une formation théorique sur l'habillage, sur le gantage aussi stérile. Est-ce qu'ils semblent avoir besoin d'une formation en pratique? Est-ce qu'ils ont besoin de trames de protocole parce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'ils ont besoin aussi de retour d'expérience par rapport à des situations qui ont pu être problématiques pour eux? Enfin, de quel accompagnement on peut leur apporter? Parce que c'est quand même un des objectifs importants de cet audit, obtenir un peu une liste des outils qui semblent plus qu'indispensables. Alors donc, pour saisir les grilles, les résultats dans les grilles, soit vous le faites directement en ligne, soit souvent on édite les grilles en formulaire papier de façon à pouvoir remplir et ensuite remplir en ligne de façon à avoir tous les résultats. Donc ça sera à voir auprès de votre CEPIAS préféré. Et puis juste pour compléter, si vous vous êtes trompé sur l'une des grilles, il n'y a pas moyen, vous ne pouvez pas vous modifier et revenir sur votre questionnaire quand vous aurez validé. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez envoyer un mail
du coup, au CEPIAS Occitanie, et puis ils nous rediront, comme ça, nous, on pourra modifier, parce que c'est nous qui allons avoir, on va dire, la main sur la modification des données, donc vous pouvez nous dire, et puis on modifiera. Alors, soyez vigilants, hein, parce qu'on ne va pas les embêter trop. Déjà que nous ont gentiment donné tous les éléments. Essayez d'être vigilants à la saisie pour qu'on évite. C'est pas tant de nous déranger nous, mais c'est que du coup, on n'aura pas la main et on sera obligé d'aller faire rectifier directement sur Sphinx par le CPS Pays-Bas. Je te redonne la parole. Et donc, vous pourrez télécharger votre rapport directement suite au recueil de toutes ces données. À l'issue de chaque grille, en fait. Mm. Et donc après, une fois que vous avez renseigné les grilles pour la première salle, vous allez pouvoir continuer sur d'autres salles si vous souhaitez, qui font ces types de chirurgie. Donc, je vous présente un exemple. Donc là, c'est un établissement où ils ont repéré 2 salles de chirurgie hors bloc dans le secteur de consulte externe. Donc, il y a une salle A où ils font des IVT, des ablations de matériel d'orthopédie. Et puis une salle B où là, il y a aussi des IVT, des exérèses de lésions plutôt en ORL, et puis des biopsies de la région ORL. Donc là, vous avez 2 salles. Donc, vous avez choisi d'auditer une seule salle et vous faites que la salle A. Donc là, sur la salle A, vous allez renseigner donc une grille salle, enfin locaux, qui va donc pour la salle A. Vous allez renseigner aussi une grille entretien pour tout ce qui va être l'entretien de la salle A, donc la grille bleue. Là, pour ce qui est des circuits patients, donc là, il y a une circuit patient, il y a une filière plutôt IVT et une filière orthopédie. Donc là, la filière orthopédie et IVT, ça va être 2 filières différentes où les patients ne sont pas pris en charge de la même façon, les informations données sont différentes. Voilà, donc là, pour le coup, on va avoir 2 fiches, 2 grilles circuit patient à renseigner. Et puis, pour la grille professionnelle, là, ça va dépendre en fonction de l'équipe qui intervient dans la salle. Si c'est les mêmes professionnels qui vont, hormis bien sûr l'opérateur, qui vont prendre en charge les patients qui vont, lors des IVT et lors de l'adaptation de matériel de chirurgie, d'orthopédie, c'est la même équipe de professionnels. Dans ce cas-là, il n'y aura qu'une seule grille professionnelle. Mais s'il y a une équipe plutôt ophtalmo et puis une autre équipe d'orthopédie, donc c'est vraiment 2 équipes différentes, par exemple, ça se passe sur 2 jours différents, ou c'est un matin, après-midi, enfin voilà, si c'est vraiment des équipes différentes, dans ce cas-là, il y aura 2 grilles à renseigner pour les professionnels. Une grille par équipe. Et donc là, en plus, finalement, vous avez fini l'audit de cette première salle A, et puis vous dites, finalement, je vais aussi faire la deuxième salle, donc la salle B. Donc là, pour la salle B, donc, vous devez aussi renseigner une grille locaux. Donc là, puisque là, c'est une par salle. Par contre, pour la grille entretien, c'est la même équipe qui intervient dans les 2 salles, donc les mêmes procédures. Donc là, vous n'avez pas besoin de renseigner de nouveau la grille entretien parce que vous l'avez déjà faite. Et l'idée, ce n'est pas de vous faire renseigner 2 fois la même chose. Donc, vous n'avez pas de grille entretien à renseigner. Pour la grille circuit patient, là, vous avez une grille, donc là, c'était IVT, exérèse de lésions ORL et puis biopsie ORL. Donc là, il y a une filière ORL, donc vous allez pouvoir renseigner une grille pour cette filière ORL. Par contre, la filière ophtalmo IVT, si c'est la même façon de prise en charge que dans la salle A, vous n'avez pas besoin de renseigner la filière IVT puisque sinon, ça aurait été exactement la même grille. Donc dans ce cas-là, vous renseignez là juste en plus une grille pour la filière ORL. Et puis pour la grille professionnelle, ça va dépendre aussi de comment c'est organisé chez vous. C'est peu que vous n'ayez pas de grille à réaliser, puisque en fait, si c'est une équipe partagée qui fait la salle A et la salle B et qui va faire toutes les spécialités, hormis bien sûr l'opérateur, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de nouvelle grille professionnelle à renseigner.
Par contre, si là, vous avez, donc en ophtalmo, c'était une même équipe, mais qu'en ORL, du coup, c'est une nouvelle équipe, dans ce cas-là, vous renseignez juste une grille en plus pour l'ORL. Et si dans la salle, bah, c'est encore la salle l'équipe d'ophtalmo est différente entre la salle A et la salle B, bah, dans ce cas-là, vous devez renseigner 2 grilles, une pour les pour l'ORL et puis une pour l'équipe de professionnels d'IVT, enfin d'ophtalmo. Donc là, ça sera à vous de voir et puis à vous poser peut-être, voilà, vous reposer un peu sur ce qu'il fait chez vous. Et puis avec le diapo, là, vous pourrez voir l'exemple. Et puis, il ne faut pas hésiter s'il y a des questions. On pourra aussi nous y répondre sur la méthode. Enfin, c'est bien sollicitable aussi, mais des fois, voilà, on est sollicitable aussi. Souvent, c'est pas des questions. Voilà, on peut facilement répondre. Et ne vous prenez pas trop la tête dessus des fois. Alors, ah oui, puis voilà, pour la partie. Oui. Oui. Non, je disais sur les questions, il y en avait une, je vais te la transmettre. Oui, c'est donc, est-ce que l'ablation des chambres implantables peut en faire partie de ces actes? Alors, On a eu ça. On a eu dans les actes recensés des ablations de chambres implantables. Donc, ça peut en faire partie. Après, ça dépend des conditions de réalisation. Si c'est fait, du coup, hors des blocs opératoires, qu'il y a des gants stériles, ça ne nécessite pas d'hébergement et puis pas d'anesthésie. Dans ce cas-là, ça rentre dans les actes, en tout cas, qu'on peut avoir dans ces salles. Pas beaucoup de questions. Est-ce que le diaporama sera envoyé? Donc là, je vous dis oui, il ne sera pas envoyé, il sera en ligne sur notre site internet. Hein. Et puis, vous aurez aussi, il y aura aussi l'enregistrement du webinaire qui sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube, que vous pourrez accéder sur la page aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres... Alors, on a fait des résultats, nous, on a les résultats un peu donc je ne sais pas si avant il y a d'autres questions, mais sinon on a quelques slides sur. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être que ça va donner l'idée à d'autres d'en poser. Allez-y, posez-les. On va déjà, je vais, on va passer les résultats pardon, on va passer aux résultats et puis ça va peut-être débloquer les questions. Donc, sur les résultats, donc nous, on l'a fait dans la région du 6 juillet au 12 janvier, donc en 2023-2024. Donc, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'un an. Donc, on a fait un poster qui est avec l'ensemble des résultats à la SF2H. Puis là, on est en cours de finalisation du rapport qui sera bientôt disponible sur notre site internet. Donc, on a fait quelques petits focus sur les grands résultats. Donc, je pense que c'est sur la diapo suivante. Je ne sais pas si c'est passé ou pas. Donc là, c'est donc sur ce qui est de la participation. Donc là, on a eu, donc nous, un peu moins d'établissements sur la région. Alors, je n'ai pas changé, pardon, c'est 15 établissements, j'ai fait un petit faute, qui ont pu participer. Alors, on a eu aussi des retours d'établissements qui auraient pu être concernés, mais qui finalement, toute leur chirurgie hors bloc, enfin, tout ce qui peut être hors bloc opératoire, est finalement fait, dans les blocs opératoires. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment de salle de chirurgie hors bloc, puisqu'ils ont assez de blocs pour tout faire au bloc. Donc voilà, ils ne se sentaient pas concernés par cet audit. Et puis il y en a qui n'avaient pas le temps non plus de participer des contextes particuliers. Donc voilà pour la participation en tout cas des établissements. Donc sur les salles auditées, donc là il y a eu 1 à 7 salles auditées par établissement, en sachant que vu que c'était vraiment sur en fonction des souhaits de chacun du nombre de salles auditées, ça ne veut pas dire que les établissements ont qu'une salle ou ceux qui ont audité 7 salles ont que 7 salles. Ils en ont peut-être plus, mais en tout cas, ils ont choisi d'auditer ce nombre de salles. Ce qui fait qu'on a eu un total de 40 salles auditées sur la région, donc c'était quand même assez intéressant pour nous. Donc, comme je vous disais,
le nombre de grilles, ce n'est pas forcément 4 grilles par salle, puisque ça va dépendre de voilà, vos organisations. Donc, le minimum, ça va être 4. Mais après, suivant le nombre de salles, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs grilles, comme je vous disais. Et donc là, on voit qu'il y a certains établissements qui ont audité, par exemple, 3 salles, mais qui ont qu'une filière patient, une filière, enfin une équipe et du coup une filière entretien. Pour ce qui est de la partie aussi donc là, vous voyez qu'il y a certains établissements qui ont rempli jusqu'à 20 degrés et puis d'autres 4. Donc ça va être variable en fonction de l'organisation et de votre temps. Donc après, sur tout ce qui va être point clé, donc là, c'est la première étude de ce genre. Alors, j'ai presque plus de batterie, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de faire en sorte que ça reste là. C'est bon. Donc, c'est la première étude régionale française, en tout cas, de ce genre. Donc, les actes qu'on a le plus recensés, c'était en termes de spécialité, c'était les actes d'ophtalmo, avec majoritairement, on a dans beaucoup de salles, plus d'une dizaine de salles, enfin une dizaine d'établissements, en tout cas, il y avait de l'ophtalmo et des IVT. L'ORL, avec pas mal d'actes, et puis dermato et urologie. Et puis, ce qu'on avait le plus, c'était vraiment des exérèses ou des biopsies. C'est ça voilà, qui était le plus identifié. En termes de salles, là, il y avait 90% des salles donc, du coup, qui étaient équipées pour la chirurgie hors bloc opératoire. Donc, ce qui laisse quand même quelques salles qui étaient, où il y avait de la chirurgie hors bloc opératoire, mais qui n'étaient pas forcément équipées pour en faire. En termes de ventilation, c'était majoritairement une VMC dans ces salles-là. Et puis, il y avait 83% avaient un point d'eau. En termes d'entretien, c'était majoritairement fait quand même par des équipes formées aux spécificités du secteur. Et puis, on a vu, en tout cas au travers des réponses, que le circuit et le traitement des DM étaient quand même bien connus. Même s'il y a quand même quelques questions qui restaient sur la gestion des dispositifs médicaux tout de même. Pour les professionnels, donc là, il y avait pas mal quand même d'équipes qui présentaient des bijoux, hein, que ce soit les opérateurs ou les équipes paramédicales. Le lavage des mains, le lavage chirurgical en début de vacation était fait dans la moitié des cas. Et puis, 30% réalisaient une désinfection chirurgicale entre 2 actes. Pour ce qui est de la formation, il y avait entre 40 et 68% des équipes qui étaient formées en fonction des thématiques. Donc, comme je vous disais, ça pouvait être sur le gantage, sur la gestion des DM, sur l'habillage stérile ou le déplacement en salle. Donc voilà, il y a différentes thématiques et en fonction des thématiques, on a 40 à 68% des équipes qui étaient formées. Et puis, des équipes qui avaient besoin de cette formation, du coup, qui l'avaient. Et puis sur la grille patient, donc là, on avait 49 filières d'OTT. Dans 72% des cas, il y avait des consignes qui étaient données en préopératoire, mais on voit qu'il y a 30% où il n'y avait pas forcément de consignes. Et puis, par contre, la vérification visuelle qui était quasi systématique de la propreté du site opératoire. Alors, les besoins qui ont été identifiés par les participants, donc ça c'était une question importante pour nous. Donc, les personnels disaient qu'ils avaient besoin de matériel neuf, ergonomique et adapté, ou ils les avaient à disposition, mais ils ont fait ressortir cet élément. Ils avaient besoin de documents type trame de protocole, enfin de documents un peu clés en main. Ils avaient besoin qu'on leur prépare des documents spécifiques pour cette chirurgie hors du bloc opératoire, ce qu'on appelle donc l'OBS, on ne l'a peut-être pas dit au début, c'est l'Office Based Surgery.
donc la chirurgie hors des blocs opératoires. Ils avaient besoin ça c'est un élément très important, bien sûr, on le devinait, de définir mieux les rôles et les responsabilités de chacun par rapport à ce personnel qui n'a pas forcément tous les éléments de formation par rapport à ce qui leur est demandé. Ils ont besoin d'outils de traçabilité de l'information qui est donnée au patient ou à son accompagnant. Il semble avoir besoin de formation théorique et pratique sur cette chirurgie, puisque ce sont des infirmiers qui ne sont pas des secteurs de bloc opératoire, en tout cas qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas la spécialité, parfois qui maîtrisent quand même bien l'activité en bloc opératoire. Les aides-soignants aussi sont amenés à faire des choses qui peuvent être demandées en bloc opératoire dans ces secteurs-là de consultation, donc ça n'est pas toujours très simple pour eux. Ils avaient besoin de formation par rapport à la gestion du matériel souillé après l'intervention, le matériel qui va suivre tout un circuit avant d'aller vers la stérilisation à l'autoclave. Ils avaient besoin il était demandé des formations par rapport à la préparation du champ opératoire, de l'antisepsie et comment ça se fait, avec quels produits. Et puis, il semblait avoir besoin aussi de formation à la friction chirurgicale pour certains opérateurs. Ils n'étaient pas chirurgiens. Enfin, les équipes semblaient demandeuses de partage d'expérience. Et donc, nous, au niveau du groupe bloc, au niveau du CKC Pays de la Loire, donc l'idée, c'est de créer des outils pour répondre à ces besoins. Donc là, on est en cours de... Enfin, voilà, on a décidé voilà, les outils et on est en cours de création. En tout cas, là, il y a pour l'instant trop rien de débuter, mais ça va bientôt débuter avec pas mal. L'idée, c'est vraiment de travailler plutôt sur la formation et la traçabilité. Et puis aussi, les supports sont un peu spécifiques d'information aux patients. On va être plutôt sur ces thématiques-là. Et qui seront en libre accès. Donc voilà, après, vous pouvez piocher dedans quand ils seront réalisés, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Voilà, on va essayer de le faire aussi rapidement possible, mais ça va. Je pense que les premiers outils ne sera peut-être pas avant la fin de l'année. Bon, mais c'est super, c'est une bonne nouvelle aussi pour nous. Vous avez un petit pas d'avance, alors on va récupérer, non seulement on a récupéré votre audit, mais peut-être qu'on va récupérer vos outils. Non, mais après, c'est très intéressant et peut-être qu'il y aura des choses qui vont ressortir et qu'on pourra aussi collaborer avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un groupe de travail de professionnels de bloc opératoire. J'avoue qu'on n'a pas ça pour l'instant en Occitanie et du coup, voilà, c'est quand même intéressant pour travailler ces outils-là. Alors, depuis, il y a une petite question qui est sortie. Alors, d'abord, quelqu'un n'a pas, c'est pour on n'avait pas entendu notre réponse pour l'ablation des chambres implantables. Donc, oui, ça peut en faire partie. Et on avait une autre question. Qu'en est-il des actes où sont associés l'anesthésie locale et le méo ou pas? Devons-nous les inclure? Alors, moi, j'ai compris oui, mais je préfère vous laisser répondre. Bah, oui, ça peut, en fait, si c'est l'opérateur ou les paramédicaux qui sont présents qui le réalisent, dans ce cas-là, ça peut rentrer. Et c'est vrai que souvent, avec le méopa, voilà, c'est pour compléter, c'est pas, ou alors ça peut des fois être juste le méopa, mais du coup, c'est vrai que c'est des actes souvent qui vont être faits hors bloc. Oui, parce que sans anesthésie, bon, il n'y a pas grand-chose qui se fait quand même en chirurgie. Oui. Sauf effectivement, même bon, après il y a de l'anesthésie topique ou autre, même pour les IVT.
Alors, c'est vrai que en commentaire, là, je voudrais dire, c'est aussi un audit, je pense, qui permet aux hygiénistes de prendre contact avec ces secteurs, enfin, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que je disais que le guide pouvait être intéressant aussi pour savoir un petit peu quels sont les attendus, parce que ben, on n'est pas au bloc, hein, donc on est hors bloc, mais quand même, on ne doit pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est. Vous avez dû avoir ça dans vos équipes aussi. Les résultats, c'est une chose, mais surtout, ça permet aux acteurs de terrain de pouvoir prendre contact et de voir un peu, identifier les besoins, élaborer des protocoles aussi en interne, enfin voilà, de voir quels sont les besoins en formation, de venir faire des choses sur la friction chirurgicale, des formations sur la friction chirurgicale, par exemple, choses comme ça. Je ne sais pas si ça a été relevé dans votre région. En fait, oui, parce que c'est intéressant, là, tout ce qui concerne l'hygiène des mains, en fait, alors notamment la friction chirurgicale, parce que certains actes, ce sont des chirurgiens qui les font, mais ils n'ont pas du tout le même comportement en consultation, enfin, pour des actes hors bloc, que dans l'environnement bloc opératoire. Donc, c'est un autre contexte, hein, mais bon, c'est intéressant aussi. Après, que tous les gestes ont forcément besoin d'une friction chirurgicale. Bon, ça, c'est des questions très intéressantes. Les hygiénistes, auxquelles on essaiera de répondre, mais c'est très intéressant, ces études de comportement qui sont complètement modifiées selon l'équipe et les locaux où l'on est. Est-ce qu'à l'inverse, il y a certains chirurgiens qui sont hors des blocs, du coup, qui n'ont plus la sécurité, on va dire, du bloc et qui se disent, il faut que je fasse encore plus attention, vu que ce n'est pas aussi une atmosphère de bloc. Donc, il y a un peu les deux cas. Et puis, c'est vrai que ça concerne aussi pas que des chirurgiens, mais des médecins qui vont faire des actes invasifs, qui finalement sont aussi invasifs que des actes de chirurgie. Mais vu que c'est des médecins, en tout cas de formation en termes de cursus, un cursus médical plutôt que chirurgical, et qui fait que ça répond aux mêmes attentes, mais ça n'a pas forcément été fait au bloc avant. Donc, c'est vrai qu'on se trouve aussi avec des secteurs, avec des interventions similaires à des actes de chirurgie, mais qui n'ont jamais été faits au bloc. Et ça permet aussi d'établir le lien avec eux pour voir ce qui est fait sur ces actes. Ça n'a trop été fait au bloc. Et je vois qu'il y a des questions. Oui, autre commentaire. L'acte entre ou pas dans le secteur. Alors après, l'idée sur les actes, c'est pas forcément de vous poser la question sur est-ce que tel acte ou pas rentre dans l'audit. Pour l'audit, c'est vraiment en fait les actes vont nous aider à repérer les salles et après c'est l'idée de pouvoir auditer les salles où on fait de la chirurgie hors bloc. Mais s'il y a certains actes qui ne vous rentrent pas dans la définition que nous on a pu donner, en fait c'est pas grave puisqu'en fait dès lors qu'il y a au moins un acte qu'on peut considérer de chirurgie hors bloc qui est fait dans cette salle, dans ce cas-là, on peut l'auditer. Dans les questions, les commentaires, là, il y avait quid des actes faits lors de la consultation médicale dans leur cabinet au sein de la clinique par des opérateurs libéraux. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, peut-être certains actes ne sont pas réalisés dans des salles ouvertement affichées comme étant pour réaliser de la chirurgie hors bloc, enfin pour être interventionnel, voilà, mais simplement fait dans leur cabinet de consultation. Ça fait partie des réflexions. C'est très intéressant justement de voir comment sont aménagés les locaux, puis voir un peu les dérives, mais parfois par méconnaissance. Donc, ça peut être intéressant, au contraire, d'auditer ce genre de. Alors, ce n'est pas dans le but de contrôler, mais c'est vraiment dans le but de réfléchir aux attendus. Quand c'est le médecin, tu vois, quand c'est le médecin qui le fait tout seul dans sa consulte, c'est difficile Si lui-même ne s'interroge pas sur sa pratique, ça va être un peu compliqué. C'est sûr qu'on ne peut pas non plus. Ça ne réglera pas tout ce qui peut se faire. Ensuite, un commentaire, quid de la préparation cutanée et du site opératoire? Donc là, l'idée, c'est là, dans la grille, en fait, on a des questions sur la grille
la grille patient, justement, sur la préparation cutanée et la vérification du site opératoire. Et donc, chez nous, c'était quand même assez systématiquement regarder la propreté la propreté cutanée au niveau du site opératoire, mais ce n'était pas forcément vérifié en termes de que la préparation qu'on avait pu voilà, que les professionnels avaient pu demander en amont était forcément réalisée. Il n'y avait pas forcément tout le temps de vérification, mais au moins une vérification visuelle du site opératoire. Je ne sais pas après si la question Non, mais en fait, c'est que c'est pas non plus un audit observationnel de la réalisation de chaque acte avec un pourcentage puisqu'on remplit une fiche euh, patient, voilà, euh, le reflet, on cherche à avoir, enfin, je parle sous votre contrôle, on cherche à avoir le reflet des pratiques majoritairement faites et pas nécessairement voilà, un audit sur le détail de chaque intervention fait au sein de ces secteurs. C'est exactement ça. Et après, l'idée, c'est qu'il y a déjà des grilles qui peuvent exister sur la préparation du site opératoire, la préparation cutanée. Et donc là, si vous voulez auditer spécifiquement ces sujets-là, il y a déjà des grilles qui existent. Et après, s'il y a des besoins enfin, voilà, si vous avez aussi des besoins de ce type de grille parce que ce n'est pas forcément adapté à l'activité, enfin, en tout cas, vous n'identifiez pas quand vous identifiez que ce n'est pas forcément bien adapté, dans ce cas-là, il faut bien le mettre dans les besoins. Et comme ça, c'est aussi des pistes de travail pour de créer des outils plus adaptés à l'office-based surgery. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres. Si vous voulez éventuellement prendre la parole, je pense que si vous levez la main, je dois être normalement en capacité de vous donner d'activer votre micro. On avait fait, nous, des temps d'échange avec les établissements de la région et on a alimenté une foire aux questions. Donc, je crois que vous l'avez mis aussi sur votre site. Oui. Voilà, oui, vous avez déjà quelques questions qui ont pu être posées en plus par les établissements. Donc, vous pouvez aller voir cette foire aux questions aussi. On n'a pas tant de Oui, on l'a mise en ligne. On a mis la méthode aussi en ligne. Vous avez les grilles en disposition en ligne. Par contre, pour la saisie, je voulais voir avec vous. On a dit qu'on ouvrait au 1er avril, hein, donc pas de saisie avant le début avril. Ce sera tout bon pour vous au niveau de la modification des fiches, puisqu'il y avait quelques petites modifications qui avaient été apportées grâce à votre expérience. C'est ça, effectivement, à l'analyse des résultats, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines questions qui avaient été comprises différemment de la façon dont nous l'avons pensé, ou alors plusieurs questions dans une même question. Donc voilà, on a pu vous proposer une version améliorée des grilles. Et donc là, on a fait Barbara Henry, là, donc a fait les modifications. Donc on a juste à voir si vraiment tout fonctionne bien, notamment au point de vue des scores que vous aurez à la fin de remplissage de la grille. Et donc, normalement, pour votre première grille, ça sera à disposition. Donc, on est d'accord que la saisie se fait en ligne et qu'il faut impérativement récupérer son score à la fin de... On a la possibilité de télécharger la réponse, la fiche avec le score? Oui, c'est ça. Et donc, il faut le faire une fois que vous avez renseigné la grille. Après, vous ne pourrez pas le refaire. Vous ne pouvez pas le récupérer d'une autre façon, ou sinon, il faut vous demander. Mais sinon, c'est ça, hein. Donc, c'est grillé. À chaque fois que vous saisissez, vous n'avez pas un code, donc c'est facile. Vous n'avez pas à vous loguer, vous n'avez pas d'inscription, vous n'avez pas de mot de passe. Mais par contre, c'est ça sur lequel il faut être vigilant. Quand vous saisissez, à la fin de la saisie, vous devez récupérer, sinon ça part dans une base de données et ça demande une intervention manuelle pour ressortir. Et donc, bon, voilà, comme le CEPIAS, le Pays de Loire, déjà gentiment nous mettre à disposition. On va essayer de ne pas leur donner trop de travail en plus. On est une grosse région donc, par rapport à eux en plus. Donc, merci à tous d'être très vigilants là-dessus et de bien imprimer vos résultats à chaque fiche saisie. Et donc, pour saisir votre les fiches, synthèse.
Et au fur et à mesure, vous pouvez saisir une fiche un jour, une autre fiche le lendemain. En fait, chaque fiche est indépendante. Et donc, la synthèse, ça va être à la fin de chaque grille. Donc, vous n'allez pas avoir une synthèse globale sur toutes les grilles que vous allez saisir, mais vraiment une synthèse sur chaque grille. Donc, après, c'est à vous. Vous avez aussi une étape un peu plus à refaire si besoin. Enfin, voilà, pour voir. De synthèse. Par exemple, de synthèse, voilà, ça sera à partir de toutes ces synthèses, voilà, de voir pour votre plan d'action. On n'avait pas. Ça aurait été un peu trop complexe, je pense, de faire. Enfin, en tout cas, on n'a pas de nous de data manager ou de web de statisticien. Ou, on a le même problème, on est solidaires. Donc, on comprend, effectivement, il y a des choses qui auraient pu être plus construites aussi de notre côté, mais pour l'instant, sans data manager, sans compétences et temps, c'est pas possible. Donc, c'est déjà très gentil à vous de nous le mettre à disposition. Je vérifie s'il n'y a pas eu d'autres questions. Pour évaluer les risques, je vois avec quels critères. Alors, effectivement, sur la taille de l'incision, la durée, est-ce qu'il y a un dispositif qui est laissé, du matériel qui est laissé en place, par exemple. Il y a, voilà, et c'est aussi sur le profil des patients. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément très simple. Actuellement, il y a un groupe de travail au sein de la Société française d'hygiène hospitalière qui est aussi sur cette thématique et en cours de rédaction d'un avis. Mais ça, voilà, qui donnera aussi certains éléments. Mais le final, ça sera vraiment des échanges entre praticiens et équipe d'hygiène, en sachant qu'on interpelle aussi les sociétés savantes des spécialités de chirurgie pour essayer de faire une liste des actes qui peuvent être faits hors des blocs opératoires, et en sachant que aussi l'Académie de chirurgie a interpellé les sociétés savantes de chirurgie pour pouvoir avoir des listes voilà, pour que ça bouge aussi sur ce côté-là. Et il me semble qu'au niveau de la direction générale de l'offre de soins, il y a aussi des réflexions sur l'Office based surgery et notamment aussi son financement. Puisque nous, là, on assure vraiment le côté risque infectieux de ces actes, mais c'est aussi, il y a tout ce qui est le risque hémorragique en fonction des patients. Voilà, il n'y a pas que le risque infectieux à prendre en compte, il y a aussi des fois la radioprotection. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus global que le risque infectieux. Mais bon, on a chacun notre partie. Et puis après, l'idée, c'est que c'est le chirurgien qui a aussi la vision un peu plus globale de tous ces risques sur la chirurgie qu'il va réaliser. Oui, déjà, c'est pour ça que je disais déjà, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce qui se fait, au moins dans les salles que l'on connaît, hein, s'il y a aussi ce qui se fait dans les cabinets, qu'on ne sait pas, mais voilà, qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, est-ce que c'est un petit peu sur les IVT, il y avait déjà eu des avis, enfin voilà, des recommandations qui nous donnaient bien la marche à suivre, tout ce qu'il fallait respecter, donc voilà, il y a des choses qui sont déjà actées, mais pour autant, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe, sauf quand il arrive une endophthalmie et qu'on va aller voir comment ça se passe dans la salle d'IVT. Voilà, ça peut être l'occasion aussi de se dire, voyons un peu par rapport aux recommandations, même ce qui peut est reconnu comme pouvant être fait hors bloc opératoire est quand même bien fait en termes de rythme, d'asepsie, d'hygiène des mains, de préparation de table, de choses comme ça. Et des locaux, là, quand on parlait des locaux, c'est vrai que si c'est dans une salle de consultation, dans une partie du bureau de consultation, est-ce qu'il y a vraiment une zone qui est réservée à l'aspect technique du geste? Est-ce qu'on peut se déplacer? Est-ce que le médecin n'est pas en civil sous sa blouse blanche? Est-ce qu'il a une tenue spécifique? Enfin, c'est tout ça qui est à prendre en compte, quoi. Très bien, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Je remonte un peu voir s'il n'y en a pas eu d'autres. Non, c'était bon.
Ben, on vous remercie en tout cas grandement. Et puis, ben, adressez-vous donc plutôt c'est Pias Occitanie hein, pour les questions. Si on ne sait pas répondre, on ira faire appel à un ami, mais on va essayer de ne pas trop vous déranger. Et voilà, ce qui est important, c'est effectivement, et ça peut-être que je vais bien le mettre en avant sur le site, c'est de bien penser à imprimer, enfin, voilà, à récupérer la synthèse à la fin de la saisie et à le conserver à son niveau. Vous avez pas eu trop de bugs sur votre région là, Non. là-dessus? Non, Non. non, Bon. personne, voilà, Bon. non, non, on n'a pas eu de demande de réimprimer D'accord, très bien. le- On va essayer d'être vigilant là-dessus. Je pense qu'il y aura pas mal de replays parce que je vois qu'on est 46 participants. Je crois qu'on avait 70 inscrits. Donc, voilà, de toute façon, on va, voilà, le temps de mettre de récupérer la vidéo et puis on mettra sur le site. Ben, merci beaucoup. Si d'autres Pour questions, non, merci raconter. beaucoup. Bonne journée. Non, je pense que c'est Excusez-nous pour bon. les soucis techniques. C'est Mais, écoute, ça a finalement quand même bien. Ah, j'ai même pas arrêté le partage, du coup, pardon. Enfin, de toute façon, on voit que moi, donc c'était pas plus mal qu'on ait le partage. Mais merci beaucoup à tous. Et puis, bon audit à partir du 1er avril. Déjà, vous pouvez essayer de voir quelle salle, du 1er avril au 30 juin. Je vous redis bien. Voilà. Merci à Merci. tous. Bonne nuit à tous. la Merci. Au revoir. Au revoir.